Bienvenue au Pied de la Lettre, l'émission littéraire de l'Humanité. Alors aujourd'hui, et pour la première, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Philippe Solers et Josiane Savigno. Alors, Philippe Solers, vous êtes romancier, essayiste. On peut parmi vos titres célèbres citer Femme, Portrait du joueur, La guerre du goût, la liste est longue. Je vous reçois aujourd'hui à l'occasion de la parution chez Gallimard de votre dernier roman intitulé Désir. Josiane Savigno, vous êtes journaliste, longtemps éditorialiste au journal Le Monde. Vous êtes la biographe de Marguerite Yourcenar. Vous étiez l'ami de Philippe Roth. Aujourd'hui, vous êtes l'une des jurées du prix Femina. Et avec vous, puisque c'est la période, eh bien nous évoquerons la rentrée littéraire et je suis très content de vous recevoir parce que, en même temps, je sais que tous les deux, vous avez commis un livre qui s'appelle Une conversation infinie. On en parlera au cours de l'émission. Alors, première question à vous deux, qui est la question que je pose à tous les invités que je reçois dans cette émission. C'est ma première question, elle est rituelle et générique. Comment ça va la société en 2020, c'est-à-dire comment il va ce gros animal, comme l'appelait Nietzsche, ou plutôt comme il la raillait. Alors Josiane, à vous l'honneur, comment ça va la société en 2020 ? Je trouve qu'elle va mal, mais ça dit, je pense que la société va jamais très bien. Mais enfin, moi je ne suis pas... disons que je peux dire que je suis une féministe revendiquée, oui. qui ne Alors vous êtes heureuse ? Qui ne supporte pas le néo-féminisme, que je considère comme une sorte de... comment dire, d'intolérance et de sottise. Mais vous qu'on connaît quand même comme une passionnariat plutôt féministe, vous avez toujours revendiqué cette... Là, ça ne vous convient plus. Qu'est-ce qui ne vous convient plus ? J'aime plutôt Simone de Beauvoir que Alice Coffin. D'accord. Philippe Solers, comment ça va la société en 2020 ? Vous avez employé, cher Vincent Roy, le mot « société ». Oui. Comme si c'était votre préoccupation essentielle. C'est une de mes préoccupations. Et jamais on n'a vu une société plus agonisante, plus explosée, plus violente, plus moribonde. Comment va la société ? Elle agonise sous vos yeux. Mais il se trouve que c'est une chance pour qui a un système nerveux très concentré. La société va très mal et j'ai le plaisir, ou plutôt la honte, de vous dire que je vais très bien. Alors, je suis d'autant plus content de vous recevoir. Comment avez-vous rencontré Louis-Claude de Saint-Martin, dont je rappelle à la fois la date de naissance à Amboise en 1743 et la mort en 1803, qui est dit le philosophe inconnu? Alors, je vous pose la question, d'abord parce que c'est le philosophe inconnu, l'homme qui a écrit l'auteur de L'homme du désir en 1790, de désir en 1790 et du ministère de l'homme-esprit en 1802. J'ajoute qu'il fut une figure de l'illuminisme européen. Alors, deux questions. Comment avez-vous rencontré sur votre route Louis-Claude de Saint-Martin et qu'est-ce que l'illuminisme? Eh, mon Dieu, c'est quelque chose qui concerne la Révolution française elle-même. Car on oublie toujours le mot société qui revient, oui. On oublie toujours de savoir comment est née l'illumination révolutionnaire. Et voilà un très bon auteur dont je recommande la lecture, Homme de désir, 1790, la date est importante. Et le ministère de l'Homme-Esprit, 1802. Comment je l'ai rencontré? Je vais vous dire maintenant que je le rencontre de plus en plus souvent, à ma grande surprise. Vous prenez les deux tomes de la correspondance entre Jean Paulhan et Francis Ponge, et à la date de 1935, son vieux ami, Paulhan, qui est déjà la RF elle-même, dit à Francis Ponge, est-ce que tu aurais par hasard un livre de Saint-Martin, Louis-Claude de Saint-Martin, parce que j'en ai un besoin absolument urgent. Alors, Ponge lui dit, mais je vais voir, mais sitôt qu'il y a un livre en vente, il est vendu tout de suite, alors on ne le retrouve plus. Bon, alors, c'est très inconnu. Mais le philosophe est inconnu. Mais alors, pourquoi ce philosophe est-il méconnu ou inconnu de la Révolution, alors que c'est un ardent partisan de la Révolution française, sur laquelle il dit des choses absolument merveilleuses. Il est un enthousiaste
de la Révolution. Et c'est tellement illuministe que personne ne parle jamais de l'illuminisme de la Révolution. Bon, les illuminés qui couvrent l'Europe entière, mais à partir de la France surtout. Alors, Paulhan dit qu'il n'y a qu'un seul exemple d'une telle confiance dans le langage, illumination, le rapport, telle confiance dans le langage que je ne lui vois qu'un autre qui a eu cette foi totale dans le langage, c'est Sade. Or, évidemment, vous savez que Sade était un fervent révolutionnaire. Apparemment, bien sûr que ça va beaucoup plus loin que tout ce qu'on a plaqué sur la Révolution. Bref, c'est comme si Marx n'avait jamais existé, comme si Rimbaud n'avait jamais existé, comme si la Révolution française n'avait jamais existé. Je suis content de dire ça à la télévision pour l'humanité. Absolument. Il faut que l'humanité se ressaisisse et aille plus loin dans son étude de la Révolution française et surtout des impasses où nous a entraîné sa politique au cours du temps. La Révolution française, toujours imitée, jamais égalée. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont pris conscience que la parole donnait la vie ou la mort à l'époque. Vous êtes à la tribune de la Convention. Vous commencez à parler. Si vous n'êtes pas couvert par la rumeur ou des Jacobins. Oui. Si vous êtes du parti girondin, par exemple, comme mon camarade Vergniaud, qui a été guillotiné à l'âge de 40 ans, vous jouez votre vie. Car si vous n'avez pas été à la hauteur, vous descendez après votre discours, Robespierre lit ses discours, et vous êtes guillotiné le jour même ou le lendemain. C'est la parole de la Révolution française qui a été au niveau même de la mort. Il y a quelqu'un qui, quand même, s'en est rendu compte, le ministère de l'Homme-Esprit, 1802. Et juste en 1806, vous avez une compréhension enfin profonde et qui reste à étudier de près d'un philosophe. 1806, c'est la phénoménologie de l'esprit. Oui. Hegel. Donc les Français en sont toujours en retard par rapport à leur propre évolution. Ils le sont plus que jamais. Prenez le guignol Jean Castex, par exemple, ces jours-ci, ou le guignol Macron, ou le guignol Blanquer, ou tout ce que vous voulez. C'est vraiment du guignol pour les enfants, hein. Papy, mamie, tout ça. Vous voyez la chape. L'épouvantable régression dans laquelle nous sommes. Vive la Révolution française et à suivre. Alors, vous écrivez dans Désir qu'il est presque absurde de parler de Révolution française puisqu'il n'y en a qu'une, toutes les autres n'étant que des prises de pouvoir. Absolument. C'est ce que vous expliquez très bien. Absolument. Et pourquoi vous dites cela? Parce que vous dites c'est la seule révolution spirituelle. Oui. Comme je viens d'essayer de vous le dire, c'est une façon qu'a le langage de parler et de mériter ou pas la mort immédiate. Donc encore une fois, c'est une affaire de langage. Ah, mais bien sûr. C'est le rapport que nous entretenons avec le langage. Mais je vous le prouve. Prouvez-le-moi. Oui. En Pléiade, vous avez les discours de l'Assemblée constituante de la Révolution. Il devait y avoir un deuxième tome, les orateurs de la Convention. Oui. Là, vous vous rendez compte, ces gens parlaient tout le temps, en risquant la vie. Oui. Voilà, c'est donc une révolution qui n'a pas son pareil. Après ça, vous allez Lénine est intéressant à cause de ses cahiers sur la dialectique. Ça, c'est Hegel, déjà. Bon, mais enfin, comme vous savez, c'est comme si Marx n'avait jamais existé. Lénine non plus, tout ça est liquidé. Tout ça est liquidé. Aujourd'hui... Voilà. Et la révolution russe a pris le dessus en France, aux dépens de la Révolution française. Et vous avez maintenant l'homme au pouvoir qui est... un ex du KGB, c'est-à-dire des services secrets qui peut tuer ou empoisonner qui il veut quand il veut. Oui, enfin là, le dernier épisode en date n'est pas exactement probant. Lui, il ne risque pas sa vie. Oui, on est bien d'accord. Alors, Louis-Claude de Saint-Martin est le héros de votre livre intitulé « Désir ». Alors,
C'est l'homme de désir. Oui, enfin c'est le héros. Oui, c'est le héros. Mais il continue à vivre. Ce héros continue à vivre, oui. Et il est comme la Révolution. Comme la Révolution. Et dont personne ne parle. C'est pour ça que je suis ici. Et il est en même temps le narrateur oui. de ce roman. C'est-à-dire qu'il se confond un petit peu avec vous, si bien qu'au bout d'un moment, on a aussi l'impression que le même personnage s'étant réincarné, devient une sorte de Solers, Saint-Martin, c'est-à-dire un philosophe inconnu. Voilà. Moi, j'ai trouvé le moment. Josiane. J'ai trouvé le moment où il y avait le moment de bascule. Le moment de bascule, c'est tout d'un coup que ce philosophe il devient vous en traduisant d'un poème de Mao en 1962. Oui, et alors, c'est assez gonflé quand même. Et après il y a beaucoup vous. Il a soufflé des tas de formules éblouissantes. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Que sans fleurs s'épanouit. Je pense que Vincent. Quel piège. Je pense que Vincent va trouver. Je voudrais lire quelque chose. J'aime bien lire. Je voudrais lire. Il faut lire la langue des écrivains. Je voudrais lire deux choses. Une chose qui m'a fait rire parce que ça concerne les femmes. Quelques femmes très singulières ont bien connu ou connaissent encore le philosophe. Inutile de les interroger, elles ne diront rien. Sauf parfois que, contrairement aux philosophes barbants de tous les temps, c'était un homme séduisant et très drôle. On peut les considérer comme des saintes spéciales, d'un athéisme lumineux et charmant. En étudiant leur vie, on arriverait vite à la conclusion qu'elles ont toutes été ou continuent d'être révolutionnaires. Et alors, là, je vais parler de quelqu'un qui n'est pas le philosophe inconnu, et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et que Solers cite dans ce livre avec une certaine, admiration, je dirais. Comme il fallait s'y attendre, c'est surtout en littérature que la pensée du philosophe a eu le plus d'influence. On peut en repérer parmi les symptômes, par tous les symptômes, notamment dans les avant-gardes du XXe siècle, où des jeunes gens courageux ont bousculé l'histoire en profondeur. Voici ce qu'écrivait l'un d'eux, particulièrement doué, j'insiste sur le particulièrement doué. En 1921, il a 24 ans. Guillemets, le désir se réduit à l'attente de la volupté, accompagnée de la représentation anticipée de l'objet de notre transport. Sa puissance est seule infinie et non celle de l'amour. Oui. Elle transforme à son gré les imperfections en beauté, interprète les données des sens suivant l'idéal que nous proposons, de telle sorte que nous le réalisons toujours à coup sûr, anéantit en nous les préoccupations étrangères à l'idée qui nous domine et simplifie cette psychologie trop complexe, obstacle à la grandeur de nos actions. Ainsi, par un double travail dont l'effet paraît immanquablement, le désir modifie l'univers et nous-mêmes, qui l'embellit d'un même élan. Et ce monsieur s'appelle... Oui, je Louis Aragon. Louis Aragon, oui, bien entendu. C'est l'époque. Bien entendu. Et c'est en 1921. Les aventures de Télémaque, je pense, non? Oui. Ce jeune homme est très doué et indubitablement révolutionnaire. Indubitablement. À ce moment-là, dont on sent qu'il est fondamentalement anarchiste. Oui. Et pas vraiment encore, ni socialiste, ça va sans dire, ni surréaliste, pas encore. Pas encore. Et surtout pas assis au comité central du Parti communiste français. Pas encore. Donc voilà. Or, cet Aragon-là, qui est grand, et même grandiose. Oui. Il est grand aussi en 1924, une vague de rêve, où il est surréaliste là, il est aussi grand aussi là. Mais, voilà. Mais effectivement, oui. Défense de l'infini. Défense de l'infini. Alors là, j'aime beaucoup Aragon, dans la mesure où c'est lui qui m'a fait exister à mes débuts. Hein. En disant beaucoup de bien de vous. Oui. Et j'ai un tiré à part qui s'appelle, qui est Éloge de l'infini. Voilà, j'ai repris ce titre, un tiré à part où il me dit, voilà, Philippe Bachat, de la part d'un de ses cadets. Oui. Donc il était à 21 ans, déjà digne de considération. Il a eu une vie extrêmement compliquée. Très compliquée. Très, très compliquée. Parce que être l'otage de Moscou, c'est la vérité factuelle nous manque. L'homme de désir
à Moscou. Écoutez, je ne vais pas vous faire L'homme de désir. un topo sur Aragon, mais enfin, le fou d'Elsa n'était pas si fou que ça. Oui. Voilà. On est bien d'accord. Alors, revenons à Louis-Claude de Saint-Martin, si vous le voulez bien. Oui, ben, il est là. Il s'appelle Aragon à l'époque. Mais alors, il s'avère que ce personnage, enfin ce philosophe ayant réellement vécu, mais qui devient, par votre entremise, un personnage de roman, voyez, ce Louis-Claude de Saint-Martin, il voyait la Révolution française comme une amorce du jugement dernier. Partant, et toujours selon lui, je reviens à mon idée de société, la structure sociale est donc vouée à périr si elle ne s'attache pas à suivre les lois divines reflétées en l'homme. Et toujours ce Louis-Claude de Saint-Martin, il écrit « Le propre de l'être est d'être numériquement une continuelle multiplication spirituelle. » Voilà. C'est ce que nous dit ce monsieur de Saint-Martin. Mais alors, comment est-ce qu'on pourrait, aujourd'hui, dans l'époque que vous décriviez, dans la société dans laquelle on vit, la société n'en veut pas. Oui, nous sommes d'accord. Mais les révolutionnaires ne veulent pas de la société telle qu'on la leur sert. Exactement. 24 heures sur 24. Ils sentent que la société leur ment. Mais comment pourrait-on continuer d'être aujourd'hui une une continuelle multiplication spirituelle? C'est là le secret, d'une certaine manière. Absolument. J'essaye d'écrire de quoi ça retourne et ce que ça produit comme transformation, peut-être invisible ou inconnue ou méconnue ou pas bien connue. Et j'essaye de dire que c'est de ça qu'il s'agit. Mais alors, au fond, dans l'aventure, la chasse spirituelle, comme aurait dit Rimbaud, si vous voulez. Mais alors, le désir qui donne son titre au roman, oui. C'est quoi ce désir? C'est exactement ce désir de spirituel? Mais évidemment. Il n'y en a pas d'autre. Tout ce qu'on vous vend sous forme d'édites sexuelles plus ou moins aggravées, pornographiques, ou au contraire enjolivées et fantasmées par tout le monde, c'est la marchandise qui n'a plus rien à voir avec le désir. Avec le désir. Le désir est absolument contemporain de l'illumination qui vous fait être ce que vous êtes, pour aller plus loin, chaque fois dans le désir. Alors, Solers Saint-Martin, toujours extrêmement ironique, écrit « Le vieux Dieu, créateur et procréateur, était censé avoir tiré de sa manche toutes les choses visibles et invisibles. Les visibles sont très abîmés et les invisibles débordent. Certains complotistes, partisans du vieux monde, parlent même d'état invisible et voient la main noire du capital opérant partout. Bon, il est facile de les traiter de paranoïaques, mais plus difficile de démontrer qu'ils ont tort. Ce n'est pas parce que l'invisible se prête à toutes les escroqueries et à tous les désirs qu'il n'est pas là, en plein jour, palpable et actif. Et inconnu. Et inconnu. Inconnu, sauf pour certains révolutionnaires. Présentez-moi tout ce que vous appelez les certains. Oui. Josiane, vous vouliez, je vous sens... Moi, je voudrais que vous parliez du silence, parce qu'à un moment, vous dites que des hommes de grand désir n'ont pas su se taire, et que c'est ça qui leur a porté tort, disons. C'est la parole que vous évoquiez tout à l'heure. Il faut savoir se taire sans qu'on ne sait pas parler. C'est là. On ne sait pas parler. C'est là. Je prends le truc que je voudrais que vous Merci commentiez. beaucoup, merci. Quand Heidegger, à la fin de sa vie, déclare que seul un Dieu pourrait aujourd'hui nous sauver, il semble penser aux philosophes inconnus. De même Nietzsche dans plusieurs passages de l'Antéchrist. Ces hommes de grand désir ont échoué parce qu'ils n'ont pas su se taire. Toute l'expérience du philosophe inconnu porte sur le silence. Comme il n'est pas mystique, mais passionnément rationnel, il reste à imaginer son but. Oui. Eh bien, quand je dis qu'ils n'ont pas su se taire, je pense que c'est d'ailleurs ce qu'on retient de leur magnifique œuvre. Hein. Pour Heidegger, vous lisez Le Monde, par exemple, vous y trouverez sans cesse un coup de pied sur Heidegger. Même pas. Ou alors maintenant on l'efface. Je viens de lire un article sur Hannah Arendt où le nom de Heidegger n'est pas prononcé. Oui, c'est ça, il faut le faire. Elle n'a dû jamais le rencontrer. Oui, c'est ça.
Quant à Nietzsche, il a voulu inventer un homme nouveau. Quelle erreur! Il n'y a pas de surhomme. C'est en quoi on tombe dans l'infra-humain. Oui. Ce qui est arrivé, malheureusement, parce que, par exemple, les nazis se sont pris pour Nietzsche, oui. Ce qui est le comble de la confusion et de l'erreur. Et de l'erreur, oui. Voilà pourquoi je dis qu'ils n'ont pas su se retirer et se taire. Il y a un moment pour se taire. Moi, je me suis beaucoup aventuré à parler dans des situations différentes, avec des identités différentes. La seule qui m'est aujourd'hui reprochée, c'est Mao Tse-tung. Oui. De temps en temps, j'ai droit... Enfin, vous insistez aussi, là, vous faites traduire, c'est-à-dire que ça devient presque, vous mettez 2 sous dans la machine, et puis la machine tout de suite se met à remuer. C'est la raison pour laquelle vous continuez de faire traduire Mao, des vers de Mao, par le philosophe inconnu. Oui. Hein? Ça vous amuse? Ça m'intéresse plus que ça m'amuse, parce que je sais que c'est le point sensible de toute la société, oui, dite occidentale, et qui réduit... Enfin, Mao n'est pas le seul point sensible, il y a d'autres points. Non, mais c'est la révolution, oui, qui n'a absolument aucun socle commun avec l'illuminisme occidental. On est bien d'accord. C'est une autre métaphysique qui m'intéresse passionnément. J'ai fait pas assez de chinois, mais enfin je peux me débrouiller pour comprendre la pensée chinoise et comment fonctionne-t-elle. Elle est, comme vous savez, enfin j'invente rien, elle est en train de conquérir la planète. Oui. C'est bien ce que ce port de Trump a en vue en n'arrêtant pas de parler de l'épouvante chinoise. Chaque fois qu'il parle, on se fait des tas d'amis. C'est ça qui est merveilleux. Il ne va pas y avoir trop de défenseurs de Trump. Non, je ne crois pas. Alors là, vous avez vu que Trump s'est trompé de guerre. Oui, c'est extraordinaire. Oui, tout le temps. Il a parlé de la pandémie de la grippe espagnole, oui, en disant c'est ça qui a permis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Absolument. Parce que tous les soldats étaient malades. Il n'est en général que très rarement à une erreur près, une faute historique près. Alors, dans Désir, le philosophe inconnu a un point de mire, un point de trac, c'est précisément le contre-désir, car je reviens à ma société, ce que vous voyez... C'est celle du contre-désir. Et voilà. Eh bien, oui, mais donc c'est bien une société... Si vous comprenez la société où nous sommes, oui, hélas, tombée, oui, malgré les milliards de dépenses publicitaires qui vous sont assénées tout le temps en boucle. Oui, le marché. Le marché financier. Le marché financier. Oui, c'est pas seulement le marché de la société dite du spectacle. Non. On est presque au-delà. On a dépassé la société du spectacle. Non, c'est très... D'abord, on pourrait en parler très longtemps. Très longtemps. Non, mais il me semble qu'on a encore monté d'un cran, oui, par rapport à la société du spectacle. Voilà. On a encore franchi une étape, oui, d'une certaine façon. Voilà, la fraude fiscale est gigantesque et le trafic de drogue, je vous dis pas, en bas de votre immeuble, par exemple. Oui. Avec des garçons de 12 ou 13 ans. Voilà. Bon, donc, tout ça est en cours, mais on sent très bien que ça c'est sur la fin. C'est sur la fin. À la fin de l'histoire, disait Hegel, oui, dont on a besoin absolument. Oui, parce que d'abord, il est le penseur de la Révolution française. À la fin de l'histoire, la mort vivra une vie humaine. Humaine. Eh bien, heureusement, disait Mallarmé, que je suis parfaitement mort. Oui. Donc c'est un mort qui vous parle. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez? Je vous reçois. Je vous reçois avec ma voix d'outre-tombe. Oui, voilà, je vous reçois. Donc, ça, c'est révolutionnaire. Oui. Alors, dès qu'on touche à la mort, on voit qui est là ou n'est pas là. Voilà. Ça, la pulsion de mort. Non, oui. Ça c'est Freud. Oui, la mort. Enfin, non, j'ai pas dit la pulsion de mort. Justement, c'est pourquoi j'insiste. Ça, c'est du Freud. La plus pulsionnelle des pulsions, elle est là tout le temps. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux. Non, d'accord. Mais non, la mort elle-même. Non, elle-même, c'est plus de la pulsion. C'est la mort en tant que c'est la mort. D'ailleurs, voilà. Et c'est tellement intéressant cette affaire que vous ne dites pas dans Désir que votre héros s'est réincarné, vous dites qu'il s'est réintégré en éclair.
Oui. Hein, ce qui est pas. C'est ça l'illumination. Ce qui n'est pas tout à fait. Voilà, c'est ça l'illumination précisément. Et c'est comme ça que vous décryptez la Révolution française. Oui, absolument. Lorsqu'en lui-même, enfin, l'éternité le change. Son siècle épouvanté, voilà. Le poète suscite avec un glaive nu, ça n'est plus possible. Son siècle épouvanté, allez épouvanter le siècle. Oui. Hein, oui, c'est peu. que la mort triomphait dans cette voie étrange. Ça, c'est parfaitement la Révolution française. Et c'est pourtant Stéphane Mallarmé qui n'a pas l'air d'être là pour rigoler. Donc, je vous trouve ça à peu près partout. La mort, ce n'est pas la pulsion de mort, c'est le triomphe de la voix du poète dans une voie étrange. Alors le siècle s'en fout de plus en plus, ça ne veut pas dire encore que ça ait disparu. Ça peut se continuer de façon inconnue. Alors, Français, encore un effort si vous voulez être républicain. Ça veut dire que les Français n'en ont rien à faire avec leur histoire, quoi. Vous ouvrez la télévision, ce qui se passe en France, c'est ça que vous voyez. Oui. Voilà, vous êtes avec papy, mamie, avec le clown qu'on vous a mis là comme Premier ministre en attendant le suivant, etc., etc. Et la réélection d'un président qui s'en fout et qui pense à sa réélection. Enfin, tout ça est nul, vous comprenez. Le seul homme historique français qui a quand même eu Malraux, enfin, à côté de... c'est quand même De Gaulle, il faut bien dire les choses comme elles sont. C'est le seul qui a eu quand même la gueule de celui qui a affronté la mort. Oui, il me semble. La gueule de celui qui a affronté la mort. Alors, cette société du contre-désir, comment vous la voyez se manifester au quotidien? Donnez-moi quelques exemples. Eh bien, mettez votre masque. Oui. Tout de suite. Oui. Voilà. J'y suis obligé, contraint. Le contre-désir, la loi m'impose de le mettre. Le contre-désir, c'est la chose suivante. C'est que ce qui sera de plus en plus interdit, c'est le moindre attouchement d'un corps par l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que climatiquement, ça augmente la température. Josiane, je vous sens impatiente. Oui, un petit peu d'humour là-dedans, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans ce livre. On fait de l'humour. Je voudrais lire un passage que je trouve très humoristique. Le vieux monde a cessé. Le philosophe peut rentrer chez lui, c'est-à-dire dans le nouveau monde d'un autre réel. Les romanciers du vieux réalisme, infectés de ciné-télé, se sont trompés, même s'ils ont eu brièvement du succès. L'un d'eux, Michel Houellebecq, a cru pouvoir dire que, je cite, les chattes féminines attendaient sans arrêt des bites masculines. Ces souvenirs lourdement porno ont ahuri le directeur du Monde des Livres, qui, à propos d'autres performances du même auteur, a proposé sans rire qu'on écrive à son sujet une phénoménologie de la fellation. Il est vrai que tout le monde ne peut pas écrire la phénoménologie de l'esprit. Une bonne idée pour le Monde des Livres serait de répondre longuement à la question « Hegel avait-il une bite ?» Oui, ça c'est le Solers provocateur tel qu'on le connaît. Alors, provocateur, non, malsain. Je constate chez les hommes une bitomanie invraisemblable. Mais Vincent, je voudrais faire du plus. Alors que les femmes s'en foutent, comme vous devez le savoir. Enfin, ça n'est pas leur problème du tout. Elles font semblant. Je voudrais faire du plus sérieux tout de suite. Je voudrais faire du plus sérieux tout de suite avant de vous passer la parole. Parce que là, il y a un personnage très important sur lequel je voudrais que vous vous prononciez. Et je voudrais aussi d'ailleurs que vous disiez avant, pour cette phrase que j'aime beaucoup mais qui m'intrigue, on ne peut être absolument moderne que quand on a un cœur classique absolu. On ne peut être absolument moderne que quand on a un cœur classique absolu. Il faut être absolument moderne, c'est Rimbaud. Oui. Or, personne n'est plus classique de formation que Rimbaud. Il pouvait vous écrire en latin. En latin, oui. Voilà, donc je fonce là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre modernité, contrairement au bafouillage de l'art dit moderne, qui n'est que peinture-lurage avec marché à la con derrière. On ne peut l'être moderne, comme Picasso par exemple, que si on a l'extraordinaire facilité classique, je crois. C'est pour ça que ça n'existe plus. Deuxième chose. J'en viens à cette personne très importante. Mort de Mozart en 1791, mort de Rimbaud en 1891. En 1991, le philosophe publie sous un autre nom
un roman, La Fête à Venise, ça va plaire à Vincent, vénitien Oui. d'honneur et de cœur, dont l'exergue étrange est une formule de Spinoza, Oui. qui a un corps apte au plus grand nombre d'actions, a un esprit dont la plus grande partie est éternelle. Que vient faire Spinoza dans un récit de la fin du XXe siècle, consacré principalement à Watteau? Alors, Spinoza. Spinoza reste encore Il a été bien ennuyé, ce garçon. à connaître. Il a subi le RM fameux dont il faut lire la condamnation prononcée contre lui Terrible. par sa synagogue. Terrible. Par conséquent, il a inventé, alors en tant que philosophe à l'époque tout à fait inconnu, il y réparait des lunettes, il est mort probablement assassiné d'ailleurs, après avoir reçu un coup de poignard dans le dos. Il gardait son manteau pour se rappeler ce coup de poignard de fanatique rigoriste, intégriste, juif, enfin, qui d'ailleurs essayait de surmonter la malédiction qui leur était opposée. Tout ça peut se comprendre, mais l'esprit de Spinoza a déclenché des vocations célèbres, toutes pour la liberté. Toutes pour la liberté, en effet. Tout ce qui est précieux, c'est la fin de l'éthique. Hein. Tout ce qui est précieux C'est aussi difficile que rare. Louis-Claude de Saint-Martin, j'y reviens. Alors c'est lui, il s'appelle Spinoza. Oui, il s'appelle Spinoza ou Louis-Claude de Saint-Martin ou Philippe Solers. Dans le passé. Hein. Oui, ou Hegel. Oui, il s'appelle aussi Hegel. Ou Marx. Ou Marx. Et oui, il peut s'appeler Marx. Ou Lénine. Oui, absolument. Quand il lit Hegel. Absolument. Louis-Claude de Saint-Martin vit donc aujourd'hui à Paris, où la Révolution fait toujours rage. Mais c'est la Révolution féministe. On en a parlé au début, etc. Bon, enfin, cette révolution féministe, elle prend quand même des formes, elle ressemble plus, elle s'intègre mieux dans la société du contre-désir que dans celle du désir. Je ne suis pas d'accord. Ah. À mon avis, au contraire. Alors là, ça demande des explications. On a des divergences là-dessus terribles. Alors, vous avez des divergences là-dessus. Alors, terrible. On vous écoute, Solers. Je crois que le mouvement, avec tous ces ricochets, ces blabla féministes, est en effet la preuve que quelque chose est en train de se transformer de façon révolutionnaire. Moi, ça m'arrange beaucoup parce que ça me supprime des tas de concurrents idiots qui ne se sont, paraît-il, jamais rendus compte que les femmes et les hommes, c'était deux espèces absolument différentes, comme l'ours blanc et la baleine. Ça, c'est Lacan. Non, c'est Freud. Oui, Freud. Enfin, c'est Lacan aussi. Lacan parlait d'un poisson. Oui, bon, c'est ça, bon. Oui. Bref, trouvez-moi quelqu'un... Alors, moi, je comprends que les femmes, pour suivre leurs intérêts, se posent en revendication, en victime, etc. Tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt en soi. Il y a même... C'est lassant. En revanche, le fait que les hommes soient de plus en plus acculés au fait de ne s'être jamais rendu compte qu'ils allaient pénétrer quelque chose sans demander la permission minimale, mais quelque chose qui n'avait rien à voir, sauf la procréation lorsqu'elle était d'antan, depuis le Moyen-Âge. Est-ce que vous vous rendez compte que désormais, avec PMA, GPA, LGBT, XYZ, vous entrez dans une autre civilisation? La technique y veille. Et je crois que c'est très bien et que c'est révolutionnaire. Je ne suis évidemment pas d'accord du tout, parce que moi je me fous de ce que pensent les hommes et de ce à quoi ça aboutit. Je m'occupe du point de vue des femmes. Et le fait que les femmes se revendiquent d'abord victimes plutôt que se revendiquer comme battantes, comme gagnantes, ça me dégoûte. Et je déteste cette société de victimes qui portent plainte sans arrêt. Je trouve ça absolument odieux. Je trouve ça quand une femme est outragée et quand elle a raison de porter plainte. Oui, bien sûr. Mais enfin, elle porte plainte pour n'importe quoi. Mettez votre main sur ma cuisse et je vais dire, il m'a agressé sexuellement. Ça va, quoi. Ça va. Et je déteste. Je n'aime pas les victimes.
Je n'ai jamais aimé qu'on se présente comme victime. Si on a été outragé, on se défend, on se défend, on attaque. On ne se présente pas comme une victime qui porte plainte. Enfin, je ne parle pas de porter plainte devant un tribunal, ça je suis absolument d'accord. Mais je veux dire, l'idée de la plainte, je n'aime pas que les femmes soient sans arrêt dans la plainte. Je veux qu'elles soient dans la revendication gagnante et pas dans... défendez-moi parce que je suis une victime. C'est vrai, c'est juste. Mais la plainte peut rapporter beaucoup d'argent. Ah, le marché veille toujours. Donc, je reviens à Louis-Claude de Saint-Martin, parce que vous écrivez dans Désir, la Révolution, si la Révolution française est si importante, outre le fait que ce soit la seule spirituelle, c'est parce qu'elle brise le temps. Oui. Voilà. Je voudrais que vous expliquiez là-dessus. Ça me paraît très important, si j'ose dire. Et c'est le moment ahurissant où tout à coup, vous avez la prétention de fonder un nouveau calendrier. Oui. Pour fonder un nouveau calendrier, il faut éliminer l'ancien. D'ailleurs, là, ça a été rétabli assez vite parce que Napoléon a compris que le premier consul a compris que ça ne pouvait pas marcher. Bon, il a rétabli le christianisme, ça a donné Chateaubriand, voilà. C'est simplement pour vous dire que c'est une question qui peut apparaître comme évidemment religieuse. C'est toute la métaphysique qui bascule d'une façon ou d'une autre. Parce que Louis-Claude de Saint-Martin, mon philosophe inconnu, a été chargé par la Révolution de quoi faire? En vue de la prochaine religion, l'être suprême, Robespierre a compris ça. C'est une question métaphysique fondamentale. Il a été chargé d'inspecter les archives de la religion qui était en train de disparaître au profit de la nouvelle. Robespierre a compris ça. Il a fait deux choses. Et c'est un homme extraordinaire qu'on a maudit, évidemment, pour se décharger de la culpabilité d'avoir guillotiné tout ce beau monde. Tout ce beau monde, dont le sang, en effet, a coulé très bleu, et très bleu-blanc, rouge même. Et donc, Robespierre a compris deux choses. Premièrement, que faire graver à l'entrée des cimetières que la mort était un sommeil éternel, que ça allait pas rassurer vraiment les gens, parce qu'on leur promettait quand même un au-delà mirifique. Hein. C'est comme la déesse Raison sur l'autel de Notre-Dame. Ça marche pas. Tu une prostituée, on voit le transparent, ça va pas. Bon, la deuxième, il l'a fait remplacer. Il a dit, la mort est le commencement de l'immortalité. Ah, ça change tout. Ça change tout. Ah oui, monsieur, ça c'est révolutionnaire. C'est un des derniers gestes de Robespierre, qui a pris sur lui d'ailleurs la terreur, bien qu'il était contre la peine de mort, pour que le peuple n'en soit pas accusé. Il a pris, voilà, une vocation christique, en quelque sorte. Oui. Voilà. Et il a, alors, c'est le commencement de l'immortalité. Vous voyez comme c'est beau. Et l'être suprême, mais alors elle demandait si les droits humains ont été fondés sous le sceau, sous la surveillance de l'être suprême. Il faut se débarrasser de ça. Y a-t-il un être suprême ou alors un être qui soit quoi? D'où la refondation d'une nouvelle religion et d'un nouveau calendrier. Voilà. Alors, si vous avez la prétention extraordinaire de faire, les révolutionnaires français l'ont fait, hein, avec des noms un peu ridicules, c'est Baclé, hein. Oui. Il y a un peu Nivose, Ventose, Vendémiaire, allez au fronton de l'école normale supérieure, fondez, on Vendémiaire, voilà. Ça a duré 6 ans. Oui. 6 ans, c'est énorme. C'est 6 siècles. C'est considérable, oui. Oui, voilà. Mais donc pour ça, il fallait une religion. Nietzsche aussi a voulu faire un nouveau calendrier. Oui, Nietzsche a voulu faire un nouveau calendrier. Mais c'est pour ça qu'il me demandait pourquoi le temps était en train de changer. Oui. Il est évident qu'avec la physique quantique et l'espace-temps, vous avez changé de dimension. Voilà. Par exemple. Ce que vous pointez surtout dans Désir, c'est la censure
et c'est à toutes les pages, mais je dis dans Désir, mais dans vos romans précédents aussi, c'est la censure portée sur la pensée. Vous écrivez, là c'est Solers Saint-Martin qui nous parle, la pensée est un geste plus ou moins entravé par les entourages et les habitudes. En somme, vous écrivez que la pensée est un geste plus ou moins censuré. Oui, la pensée dérange. La pensée dérange. Il suffit de penser pour que vous sentiez la réprobation qui va jaillir sur vous. Was ist denken? Qu'est-ce que c'est que penser? Oui. Ou qu'est-ce qui nous appelle à penser? Ça, c'est Heidegger. Ça, c'est Heidegger, oui, mais pourquoi croyez-vous qu'il soit censuré, comme vous venez de le dire? Mais on est bien d'accord. Multiplication. Alors, multiplication pour Louis-Claude de Saint-Martin, on l'a compris, puisque multiplication des identités, ou identités rapprochées, multiples, pour utiliser un terme qui vous va bien, il est à la fois, on l'a dit, il peut être à la fois Marx, il est Marx au 19e, il est Rimbaud, il est Solers au 20e siècle, il est... Bon, voilà. 21e. Au 21e, pardon. Multiplication. Oui, mais c'est un mort qui me parlait. Vous m'avez dit ça tout à l'heure. Je ne me suis pas trompé. Mais attendez. Multiplication des identités pour le philosophe, mais il garde le même esprit, et c'est pour ça que je reviens avec mon idée de pensée, puisque vous écrivez « Ainsi, le cœur peut s'arrêter, la pensée vivra ». Le cœur peut s'arrêter, la pensée vivra. Oui, c'est ça. Ah bon? Mais oui, mais puisque le désir... C'est la dernière phrase, je crois. Oui. Mais c'est tout à fait logique et cohérent, puisque la pensée vit, puisque le désir illumine, donc jusqu'ici, il n'y a pas de problème, et que l'illumination écrase le temps. Donc, la boucle est bouclée. Elle le révèle, si vous suivez le sens étymologique du mot apocalypse, voilà. La pensée révèle le temps, sans quoi ça n'aurait pas produit autant de questionnements, autant de grands romans, la recherche du temps perdu qui est retrouvé ou il n'est pas retrouvé? Est-ce que vous l'avez retrouvé, votre temps perdu? Il finit par être retrouvé dans le dernier tome de la recherche. Mais pas comme il faut. Mais pas comme il faut, jamais comme il faut. Les Lumières n'en finissent donc pas de livrer leur mystère révolutionnaire, c'est bien de cela dont vous voulez parler, puisque vous avez très longuement parlé du XVIIIe siècle dans toute votre œuvre. Ils ont préparé la Révolution française, c'est Hegel qui leur rend un hommage absolument considérable. Ils ont vaincu tous les préjugés. Oui. Avec une audace infernale, courageuse, magnifique. La Révolution est venue par là. Vive les révolutionnaires. Vive la Révolution. Vive la Révolution. Alors, je voudrais qu'on termine cette émission. J'ai invité Josiane Savigno, qui, comme je l'ai dit au début, est jurée au prix Femina. Et je voudrais qu'on parle un peu de la rentrée littéraire. Alors, je voudrais qu'on parle. Solers peut participer. Non, mais je voudrais juste une dernière phrase. Sur Solers. Un dernier mot, c'est le philosophe inconnu devenu vous dit dès son plus jeune âge, il s'est vécu comme un rescapé. Rescapé de quoi? De ce que M. Roy désignait il y a quelques instants. Comme la société. Comme la société. Mais oui, évidemment. Mais je pensais que c'était bien de boucler là-dessus. Ça vient rescapé des familles, rescapé du mensonge, rescapé par rapport à la première question de Vincent, ça me paraissait lumineux de clore cette affaire. Voilà. Dès qu'il entend le mot société, il sort son revolver. C'est comme ça. Il sort son spectacle qui est en très mauvaise voie. Vous n'avez pas noté le fait que la société du spectacle en prenait plein la gueule sur le spectacle? Bien sûr, bien sûr. Et le cinéma. Et le cinéma. La rentrée littéraire. Alors, la rentrée littéraire, tous les ans, on se dit, il va y avoir moins de livres. Là, il y a eu le Covid qui a pris, a priori, la Covid, doit-on dire. Non, ça, je déteste cette idée. Je veux dire, on nous bassine avec la féminisation de tout qui me déplaît. Oui. Moi, je peux dire, écrivain, ça me convient très bien, j'en ai rien à faire, etc. Oui. On nous bassine avec ça et on trouve un virus pourri, on le féminise. Oui. C'est formidable. Oui. Alors ça, voilà. Là, par contre, vous vous indignez. Ah ben oui. Bon. Alors, mais... Bon, malgré tout... Donc je dis le Covid. Bon, alors, donc le Covid, prenons le Covid, pourquoi faudrait-il qu'un virus soit forcément masculin, d'ailleurs c'est neutre. Ouais, d'accord. Bon, alors, n'insistons pas. Donc, le Covid n'a rien changé au nombre pléthorique de livres... Il y en a un peu moins quand même. Qui vont oui, à quoi? À 50 près? À peine. À peine. Ouais. À peine.
À peine. Je suis rentrée chez moi jeudi et je pouvais à peine entrer chez moi parce qu'on avait déposé, ma gardienne très gentiment avait déposé tous les livres. Oui. J'ai montré à Philippe Solers cette chose. Il m'a dit c'est pas grand-chose, mais c'était énorme. Ça m'a pris toute la journée. Qu'avez-vous lu durant votre été qui puisse donner envie c'est ce que j'essaie de faire toutes les semaines dans une chronique. C'est compliqué, vous aussi, vous essayez de faire ça. Avouez que c'est compliqué. Je parle aussi des conversations qu'on a eues au Fémina. Chacune d'entre nous, on a plusieurs coups de cœur parmi les étrangers, mais parmi les Français, il y a plusieurs livres qu'on aime plutôt bien, mais il n'y a pas, l'an dernier, bon, certaines d'entre nous, enfin la plupart d'entre nous s'étaient enthousiasmés pour le livre de Sylvain Prudhomme. Là, il n'y a pas d'enthousiasme comme ça. Il y a un livre récemment qui m'a beaucoup touchée, qui est un livre d'Olivia El-Kaïm, je ne sais pas si vous l'avez lu encore, oui, je l'ai pas lu qui s'appelle, chez Stock, qui s'appelle le tailleur de Relizane. Relizane étant une ville d'Algérie, ça m'a beaucoup touchée. C'est un récit très sobre. C'est pas un roman, mais c'est un récit. On a considéré que les récits littéraires sont des récits. Ça va, on va pas les mettre dans les essais. C'est pas un essai, c'est un roman. C'est pas un roman, mais c'est pas un essai. Donc ça va dans la catégorie large, roman, littérature romanesque du Fémina. Et donc en fait, cette Olivia El-Kaïm, elle est née en France, de parents juifs algériens, et elle a voulu annuler tout ça. Elle n'a pas voulu cette histoire des rapatriés d'Algérie, les pieds noirs, tout ça. Elle ne voulait pas en entendre parler. Donc elle a épousé un homme blond, n'est-ce pas? Ce que son père considérait comme un blanc-bec. Elle a vécu 20 ans avec lui, ils ont fait des enfants, puis elle a divorcé. Et à ce moment, toute cette histoire lui est revenue. Ça m'a fait penser à cette phrase de Beckett qui disait « Quand on ne s'occupe pas de son passé, un jour il s'occupe de vous ». Et donc son passé s'est occupé d'elle. Et du coup, elle raconte l'histoire de ses grands-parents, de ce grand-père tailleur de Relizane, de leur arrivée en France. Bon, cette manière qu'on a eue de regarder les rapatriés d'Algérie comme tous des gens qui allaient nourrir les bataillons de l'extrême droite, bon, il y en a eu, mais il n'y avait pas que ça non plus. On a été sans doute un peu trop systématique à l'époque. Elle cite des propos d'hommes politiques de l'époque qui ne sont pas absolument reluisants. Et je trouve que c'est extrêmement sobre, pas sentimental, pas psychologisant, et ça m'a beaucoup plu. Ce livre m'a beaucoup plu, c'est un de mes coups de cœur. Alors, je vous interroge sur les livres dont on parle le plus, là, comme vous, je lis la presse tous les jours. Alors, il y a le livre d'Éric Reinhardt, dont on parle beaucoup. Alors, Éric Reinhardt, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez regardé? Je ne peux pas dire que je l'ai lu, puisque je me suis arrêtée à la page 50. Et c'est curieux, Éric Reinhardt, j'ai aimé plusieurs de ses premiers livres. Je n'avais pas du tout aimé le précédent, l'histoire du cancer de sa femme. Et là, c'est pas que ce soit mal fichu, mais ça ne m'intéresse pas. Cette histoire ne m'intéresse pas. D'accord. Alors, il y a quelqu'un d'important qui est Emmanuel Carrère. Malheureusement, je n'ai pas encore lu son livre et je ne l'ai pas encore reçu. Donc, je me suis plainte ce matin auprès de son éditeur. Sur la dépression. C'est parce qu'il a eu le Fémina. Donc, ils doivent se dire, les jurés Fémina, pas intéressant, parce qu'il a eu le Fémina. Il ne peut pas l'avoir une deuxième fois. Mais Emmanuel Carrère, c'est quand même quelqu'un à considérer. On veut pas... Alors, il y a une autre personne qui est à considérer. Je dois avouer que je considère comme un écrivain, mais qui ne me touche absolument pas. C'est Laurent Mauvigné. Laurent Mauvigné, oui. Je suis allée plus loin que dans Éric Reinhardt, je suis allée à la page 223 parce que beaucoup de mes camarades du Fémina aiment ce livre. Et à la page 223, je me suis arrêtée sur la phrase « ça va s'arranger ». Et je pense que pour moi, ça n'allait pas s'arranger. Je me suis arrêtée là. Donc, jusqu'à la page 223. Pas de romans étrangers qui... Ah si, il y a des romans étrangers. Voilà. Il y a plusieurs que j'aime beaucoup. Il y a un qui a un titre idiot en français, je trouve, « Poison Florilegium », qui est le nom d'un tableau que ferait cette femme. C'est un livre d'une femme qui s'appelle Annalena McAfee. C'est publié chez qui? C'est chez Belfond. Oui. Annalena McAfee, il se trouve que c'est la femme qui dirige le cahier culture du Guardian, qui est quand même d'un très bon niveau. Et il se trouve que c'est la femme de Ian McEwan, qui est aussi un écrivain que j'estime plutôt. Mais enfin, on ne va pas dire que c'est parce qu'elle est sa femme que c'est bien. Non. C'est parce que ce livre... Alors là, c'est un livre qui devrait plaire à Solers, parce que les impostures de l'époque, ils sont totalement... Les impostures artistiques et tout ça, c'est une femme, en effet, qui a voué sa vie, disons, à faire la peinture comme ça ne se fait plus aujourd'hui. C'est-à-dire, elle peint, elle dessine et elle peint. C'est mal vu aujourd'hui, tout ça. Et elle est prise, en même temps, elle est prise en main par un jeune homme qui fait semblant de l'admirer. On croit qu'il l'admire. Et toutes les impostures de l'époque sont
noué, etc. Moi, c'est un roman que j'ai lu d'un bout à l'autre avec jubilation, je dirais. Jubilation. Bon. Je voudrais vous faire réagir tous les deux, puisque là, on vient beaucoup de parler de la société, et on vient d'apprendre, là, hier ou avant-hier, que le titre d'Agatha Christie, Dix petits nègres, les Dix petits nègres ne pouvaient plus avoir cours en français, et on va appeler le livre Ils étaient 10. Alors je voulais vous faire réagir sur cette nouvelle manière de revisiter l'histoire ou un titre de roman. Il faut quand même savoir, j'ai cru bon me renseigner sur cette question, que Dix petits nègres était le titre français et que ça n'était pas le titre original d'Agatha Christie. Ça a été corrigé en 1939 aux États-Unis d'Amérique. Oui. Voilà. Niggers. Voilà, Niggers. Alors, oui, ridicule l'histoire. Alors, ridicule. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est absurde. Il y a beaucoup plus grave. Alors, vous savez qu'il y a un groupe qui s'appelle les Négresses Vertes, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Oui. Il y a un livre de Joseph Conrad qui s'appelle Le Nègre du Narcisse, qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a un monsieur qui a dirigé Universal pendant très longtemps qui s'appelle Pascal Nègre. Est-ce qu'on l'a viré parce qu'il s'appelait Pascal Nègre? Il faut qu'il prenne un pseudonyme. Bon, alors tout ça vous fait plutôt rire. C'est important pour une seule raison. C'est que dans toutes les maisons d'édition maintenant, il y aura des gens chargés de trier si ce qui est écrit là est convenable ou franchit des lignes interdites. Oui. Il y a ça aux c'est très États-Unis, impressionnant. il y a ça aux États-Unis. Donc les fiches de police sont en cours. Voilà. Et les fiches de police vont par conséquent continuer de se multiplier. Voilà. On va surveiller. Il faut résister. Oui, mais comment résister? C'est la question que va se poser un jeune écrivain aujourd'hui. Oui, mais je pense que à partir du moment où il ne rentrera pas dans le rang, à partir du moment où pour reprendre la formule de Solers, il va se mettre à penser. Je pense que c'est très grave. C'est-à-dire que si on s'attaque à Philippe Solers, il va avoir les moyens de dire ça suffit comme ça. Mais si c'est un manuscrit qui arrive, à dégager. Oui. Ah non, mais c'est grave. Oui. Il faut les dénoncer. Oui, mais alors là, pour le coup, est-ce que les éditeurs n'ont pas leur rôle à jouer? Bien sûr qu'ils ont leur rôle à jouer. Donc c'est peut-être à eux aussi à se battre au premier plan. Ils les ont engagés, malheureusement, certains. Voilà une fiche de lecture. Ce livre a beaucoup de pensées qui ne conviennent pas à l'époque. Il y a du misogyne dans l'air, du prédateur sexuel probable. Vous risquez d'avoir c'est le juridique à ce moment-là qui intervient. Le juridique peut vous faire des ennuis parce que telle personne peut porter plainte parce qu'elle est très reconnaissable, etc. Attention. En revanche, c'est un livre sans aucune pensée, vide. Comme le Covid peut vous apprendre à vider votre pensée. Et comme le pauvre Carrère qui a cru faire du yoga et atteindre l'illumination, brusquement, il a probablement une aventure amoureuse déraisonnable. Et il passe 4 mois à Sainte-Anne, et alors en bipolaire. Vous savez ce qu'on appelle la bipolaire, maniaco-dépressive. Donc il a souffert atrocement d'avoir voulu atteindre par le yoga une illumination. C'est pas comme ça. Mais en tout cas, c'est une expérience qu'il raconte, paraît-il, de façon intéressante. Moi, j'ai un exemple vrai sur cette histoire de... Donc, ça se passe chez Gallimard, je ne vais pas dénoncer, mais ça se passe chez Gallimard. Et donc, 2 personnes ont aimé un manuscrit. Et on met des notes très positives sur ce manuscrit. On s'aperçoit que ce manuscrit est refusé. Une des personnes qui défendait ce manuscrit appelle l'autre en disant « Mais comment se fait-il que ce manuscrit que nous avons aimé soit refusé, que nous avons vraiment défendu, avec lequel nous avons mis la note maximale, ait été refusé ?» L'autre personne lui répond « Oui, on m'a donné un argument, trop de pensée et pas assez d'action. » Et voilà. C'est-à-dire la littérature qui doit aboutir au cinéma. Absolument. Bon, écoutez, pour ceux... on est un lieu de résistance. Mais ici, à l'Humanité, nous sommes un lieu de résistance, absolument. Écoutez, j'étais ravi de vous recevoir. Je veux redire tout le plaisir que j'ai eu à lire Désir de Philippe Solers. On voit que à partir d'un roman comme ça, comme celui-ci, on peut dire beaucoup de choses, y compris sur la société dans laquelle nous vivons. Pour ceux que toute cette conversation aurait intrigué, je veux les renvoyer au livre que vous avez écrit tous les deux,
et qui s'appelle Une conversation infinie. C'est publié chez Bayard. Bayard. Là, vous y discutez de Dieu, du diable, des femmes, de la mort, de l'amour, d'énormément de choses, de la fidélité. Et un homme et une femme qui peuvent se parler, c'est pas extraordinaire. Mais c'est tout à fait révolutionnaire. C'est tout à fait révolutionnaire parce que précisément entre vous, eh ben c'est pas la guerre. Donc comme quoi entre les hommes et les femmes, c'est pas toujours la guerre. Et alors moi je voudrais dire à tous les téléspectateurs de l'Humanité que Vincent Roy est un très grand lecteur de Philippe Solers. C'est exactement une des personnes qui connaît le mieux son œuvre. Je connais pas mal. Voilà. Je connais pas mal. Je vous remercie. Passons-nous un peu de pommade, c'est bien. Je vous remercie. C'est nous, je suppose, qui vous remercions. Bon, et excellente semaine, et nous nous retrouvons évidemment la semaine prochaine pour le numéro 2 de Au pied de la lettre, l'émission littéraire de l'Humanité. Vive l'Humanité! Bonne semaine à vous. Merci Vincent.